Bonsoir à tous. Comme l'a très bien introduit Amandine, je vais vous parler ce soir non pas uniquement de product design, mais je vais vous parler plus spécifiquement de product designer. Et encore plus spécifiquement du product designer by Tiga. On n'est pas mégalo, mais on a décidé aujourd'hui de poser notre empreinte, en tout cas dans cette discipline, et de créer finalement notre propre définition de qu'est-ce que le product designer. Et c'est tout ce que je vais vous expliquer ce soir. Alors tout d'abord, je vais commencer par les conventions, je vais me présenter. Donc moi, je suis Vanessa Guillotot, j'ai été nommée comme étant Head of Product Design du coup quand je suis arrivée chez Tiga pour essayer entre guillemets de construire toute l'offre de Product Design que peut proposer Tiga aujourd'hui. Mais je suis aussi Senior Product Designer et Product Design Evangelist. Alors en quoi ça consiste ? Je ne veux pas vous faire quand même la définition du senior product designer, je suis juste plus âgée que certains, mais du coup je fais du product design. Mais c'est surtout product design evangelist, c'est-à-dire que je suis censée faire émerger un peu la discipline du product design dans la communauté produit, sous le prisme de cabinet de consulting. Ce qui n'est pas forcément le cas du coup pour beaucoup. De quoi je vais vous parler ce soir ? Comme l'a évoqué Amandine tout à l'heure, l'idée c'est que quand je suis arrivée ici, j'ai dû finalement essayer de trouver des idées sur comment développer l'offre du product design chez Tiga. J'ai eu deux missions principales, forcément pour commencer ce gros chantier. Ça a été de définir qu'est-ce que le product design déjà, by Tiga, qu'est-ce qu'on entend par là, et surtout comment nous, spécifiquement, en tant que consultants et product designer, on viendrait définir ce nouveau métier finalement dans la communauté produit. Et c'est exactement ce que je vais vous expliquer ce soir, comment on a construit notre framework de compétences qui est la base finalement de l'outil qui va être décrit ce soir. L'origine finalement, on commencera par l'origine de la force comme j'ai dit, parce que ce framework fait notre force aujourd'hui. Je vais vous faire un petit peu la genèse de comment on en est arrivé en termes de réflexion à ce résultat-là. Je vous décrirai un petit peu aussi aujourd'hui comment est construit notre framework de product design pour voir éventuellement si vous êtes à même de pouvoir le réutiliser et l'implémenter vous-même dans vos propres structures. Je ferai un petit focus aussi sur les différents profils de product designers qui peuvent exister aujourd'hui, encore une fois sous notre prisme. Et je viendrai illustrer tout simplement pour finir quelques petits profils de T-Guys, product designer bien évidemment. On parle que de ça. Avec la mise en application tout simplement, comment on a utilisé ce framework pour venir illustrer et shaper un peu nos différents profils internes. Alors l'origine de la force, de notre force. En fait, avant même que je commence ma réflexion finalement de quelle définition je pouvais donner au product design, comme pour toute démarche produit, j'ai commencé tout simplement par une petite phase de discovery parce qu'en fait c'est un nouveau produit que j'étais censée créer là. Et cette petite phase de discovery, elle a tout simplement commencé par de l'interne. On m'a dit pas trop vite, y a déjà des choses qui existent chez nous, essaye de voir si tu ne peux pas capitaliser là-dessus et essayer de le faire évoluer du coup par la suite. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Je me suis un petit peu rapprochée du coup de mes chers collègues en interne et plus particulièrement d'une personne, donc c'est Fabrice Desmazeries. Je ne ferai pas l'honneur de lui dire qu'il est au fond de cette pièce juste ici. Fabrice, en fait, c'est notre Chief Product Evangelist. Donc, grosso modo, c'est la personne ici qui fait vraiment la lumière et qui parle au nom du produit au sein même de la communauté. Et en fait, Fabrice, il a déjà été confronté, bien avant que j'ai cette problématique à régler, à lui-même 3 problématiques majeures en fait, au sein même de la communauté. Il a beaucoup échangé avec la communauté et à chaque fois, ces problématiques étaient à même de revenir. Il avait une problématique qui était, il n'existe pas aujourd'hui véritablement de référentiel dans le monde produit qui vient illustrer la variété des compétences et la responsabilité des différents métiers du produit. Ça dit, ok, bon, il y a peut-être un petit truc à faire derrière ça, quoi. Vraiment cette notion de savoir-faire. Ensuite, il y avait une notion de vision qui était toujours partiellement adressée ou en tout cas qui posait problème et qui amenait souvent à certains débats. Le product ownership, on peut se dire que c'est un rôle ou c'est un métier, mais le product manager, c'est un rôle, c'est un métier. Trouvons une vraie réponse à ça et illustrons-la. Et le troisième point de vue, c'était plutôt une notion de team spirit. On est tous arrivés dans le produit de façon différente, certains naturellement, d'autres par d'autres biais. Et c'est vrai que à travers ces expériences passées, certains avaient peut-être l'habitude de travailler seuls, ce qui n'est plus possible dans le monde du produit. Donc il fallait aussi trouver un moyen de... Synchro, hein. Il fallait trouver un moyen finalement de faire comprendre à tous ceux qui travaillent dans le monde du produit qu'on ne peut pas... Attention, non, ça... Comment ça marche ?
je ne sais point. Alors, je me suis dit que le dernier épisode de Game of Thrones était vachement plus intéressant. Non, désolé, je ne l'ai pas vu non plus, donc je ne m'auto-spoilerai pas, vous inquiétez pas. Il a perdu le signal. Ça va revenir. C'est une petite Bonaldi. Pour ceux qui sont nés dans les années 80, je pense que la référence sera très présente. Mais bon, apparemment, personne n'est né dans les années 80. Hop. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça coupe souvent le... Non, on fait que quand c'est toi. Ah, coïncidence. Je ne crois pas. En fait, j'arrête là. Il faut que tu... C'est ça. Faire un petit jeu. Un Pictionary. C'est un spécial track design. Hop. C'est bon. C'est bon? Hop là, super. Ouais, on va le laisser comme ça et du coup, je vais juste voir, m'assurer que ça passe bien. Attendez, hop, Ouais, c'est bon. Tu peux mettre un truc, c'est juste qu'il a perdu le signal. Ok, super. Merci beaucoup. Et donc, comme je disais, l'idée, c'est que pour ceux qui ne viennent pas naturellement du monde du produit et qui avaient tendance à travailler de façon un petit peu trop indépendante, l'idée, c'est qu'il fallait qu'on exprime, enfin, on trouve un moyen d'exprimer le fait que non, travailler dans le monde du produit, c'est travailler de façon collaborative et travailler avec les autres. Et c'est donc comme ça qu'est né notre petit framework produit en 2018, donc par l'honneur, donc je vous le disais tout à l'heure, Fabrice, qui est à l'origine de cette création. Et je ne vais pas rentrer trop dans le détail, parce que finalement, nous, c'est le framework product design qui nous intéresse aujourd'hui, mais c'est intéressant finalement de voir d'où on est parti. Ce framework, il est composé de deux choses. Il est composé de ce qu'on va appeler, on a fait la petite métaphore du MLMs. Vous avez la cacahuète au milieu, donc le product ownership, qui est censé être, entre guillemets, le rôle que chaque product manager aujourd'hui est censé maîtriser. Et tout autour de cette cacahuète, vous avez le chocolat. Et le chocolat, finalement, est représenté par toute une série d'expertises, toute une liste d'expertises. Et chaque product manager, finalement, a son propre profil en fonction du niveau d'expertise qu'il a dans chacun de ces pans-là. Et l'idée, finalement, donc, de notre réflexion, c'était de capitaliser là-dessus et de voir comment nous, on avait pu se l'approprier en tant que product designer. Comment, finalement, on a capitalisé déjà dans un premier temps sur ce framework-là? Eh ben, le mode d'emploi, il a été finalement adressé pour deux typologies de personnes chez nous. On a tout d'abord les consultants, donc TIGA, les TIGAs et les TIGIRLs. L'idée, c'est que chaque consultant peut se servir de ce framework pour s'auto-évaluer, en fait. Pour chacun de ces points d'expertise, l'idée, c'est de savoir aujourd'hui où est-ce que nous sommes et dans un deuxième temps, se projeter en termes de carrière sous est-ce que demain, je veux être. Et finalement, en fonction de ça, à choisir les expertises sur lesquelles évoluer, mais en tout cas, ça permet de se positionner à un instant T et essayer de se projeter sur une vision de qu'est-ce que je veux devenir plus tard. Et côté manager, en fait, TIGA, ça a été aussi intéressant d'utiliser ce même framework parce que finalement, il nous a permis aussi d'illustrer de façon très simple les typologies de profils que nous cherchons à recruter chez TIGA aujourd'hui. Parce que suivant par certains moments, on a des missions très spécifiques ou alors on a des profils très spécifiques qu'on cherche à recruter. Et du coup, ce framework nous aide à les illustrer de façon très simple. Et surtout, il nous arrive aussi de devoir faire travailler des TIGAs ensemble avec des profils différents. Et le fait de pouvoir illustrer les compétences de chacun, ça nous permet aussi de faire du matching de profils pour savoir quelle team pourrait être la plus performante. Alors, les bénéfices qu'on a rencontrés avec ce framework produit, au-delà de ce que déjà je viens de vous dire, 3 bénéfices majeurs. Le premier, c'est que bien évidemment, c'est un outil qui est très opérationnel et surtout qui est adapté à tous parce qu'il est très très simple. Ce que vous pouvez le mettre dans les mains de n'importe qui, que ce soit un CPO, un head-off, mais un product manager ou n'importe qui, tout le monde pourra s'identifier à un moment donné avec sa propre shape. Le deuxième bénéfice à ce support, c'est que c'est un super moyen d'évangéliser. Comme c'est quelque chose de très simple et très manipulable, l'idée c'est que même les personnes qui sont novices dans le monde du produit arrivent très facilement à se projeter finalement sur quel profil ils pourraient avoir. Et enfin, et c'est ce qui nous intéresse et ce qui va me permettre de faire la transition, c'est que c'est surtout aussi un super support qui peut être décliné pour chacun des métiers produits. Et c'est exactement la démarche qu'on a suivie pour créer le propre framework finalement Product Designer. Et c'est là-dessus qu'on va basculer maintenant. Alors, le framework de Product Design. En quoi ça consiste? Ah, bah c'est super, on ne voit pas. Ah, ça, j'avais pas... Ah, c'est super.
il est trop clair? Oh, on ne peut pas gérer la luminosité. Alors attendez, je vais essayer de jouer avec la luminosité pour voir s'il y a moyen de... Non, ok. Allez, je remonte ça. Et si je baisse le contraste? Parce que là, c'est un peu ballot quand même. Non plus. Ok. Bonaldi, quoi. Bon, alors je vais vous le faire comme ça. Voilà, donc là, vous avez une grande roue. Comment? Ouais, mais c'est que mon schéma est trop clair, en fait, et il ne ressort pas sur le fond blanc. Ouais, oui, oui. Du coup, je vous dis, bon, bref, c'est juste une roue, en fait, vide, avec des séparateurs pour mettre en avant 8 expertises différentes. Voilà, c'est à peu près le même schéma que vous aviez tout à l'heure. Du coup, là, vous allez voir les ronds. Dites-vous qu'il y a des séparateurs entre chaque expertise. Et l'idée, c'est que donc, notre framework il est composé de 8 expertises, mais chaque expertise est composée de 3 niveaux. L'idée, c'est ça qui nous permet de nous évaluer aujourd'hui. Le niveau 1 correspondant à un niveau junior, le niveau 2 correspondant à un niveau spécialiste, et un niveau 3 qui correspond plutôt à un niveau expert. Là, pour le coup, on est dans la maîtrise totale du coup, de la discipline. Ça, c'est la construction même du framework. Maintenant, les profils et comment finalement on a utilisé ce framework pour l'appliquer du coup et illustrer les différents profils. Si j'en reviens finalement aux 2 objectifs que je devais remplir, que je vous ai évoqués tout à l'heure, qui étaient de définir qu'est-ce que le product design et qu'est-ce qu'un product designer by TIGA, finalement, en vous montrant le schéma ou en tout cas la structure du framework juste avant, j'ai répondu à la première question. C'est quoi le product design by TIGA? C'est tout simplement les 8 expertises qui composent la roue que vous venez de voir. En revanche, qu'est-ce que le product designer by TIGA? C'est là finalement où nous, on a un parti pris, enfin en tout cas qui nous est propre et que je vais vous expliquer. L'idée, c'est que si on décide chez TIGA de définir qui peut être product designer ici, on doit répondre à l'équivalent de la cacahuète que vous avez pu voir tout à l'heure, qui était finalement le core mandatory d'expertise, qui sont les 4 les core skills qu'on a évoqués, les 4 hard skills que vous pouvez voir ici, donc les 4 compétences dures pour les non-anglophones. Ces 4 compétences dures représentent pour nous le mandatory d'un product designer doit maîtriser. Quand je dis maîtriser, c'est qu'il peut à minima être junior, j'entends, mais qu'il ait au moins un minimum de skills dans ce point-là. C'est quoi ces 4 hard skills qu'un product designer doit maîtriser? Ce sont déjà la user research, l'idéation. Alors, ce que j'entends par idéation, ce sont les démarches et la réflexion type design thinking, c'est l'animation de design sprint, c'est tout ce qui va de toute façon permettre de faire émerger de nouvelles idées qui vont servir la conception de votre produit. Le 3e pan, c'est l'UX design, donc ou la conception globale, et l'UI design comme étant le 4e pilier. Alors, quand je parle d'UI design, attention, je ne parle pas juste de visual design. Attention, ne pas faire la restriction. L'UI design va beaucoup plus large que ça. On va parler aussi de design d'interaction, on va parler de beaucoup de choses. Aujourd'hui, si on doit définir en termes de hard skills, qu'est-ce qu'un product designer by TIGA, je vous dirais, c'est ça, c'est ces 4 expertises-là. À partir du moment où vous répondez à ces 4 expertises-là, vous pouvez, en tout cas, venir chez nous, grosso modo. Mais en vrai, c'est pas tout à fait juste ce que je viens de vous dire. Ça serait suffisant en termes de compétences, bien évidemment, techniques, mais il ne faut quand même pas oublier à la base que TIGA, c'est un cabinet de conseil. Et donc, avant d'être product designer, nous sommes d'abord consultants. Et en bon consultant, évidemment, les soft skills sont finalement pour nous aussi importantes que les hard skills à maîtriser. Ce qui fait que si je dois donner la définition complète de qu'est-ce qu'un product designer by TIGA, ce serait ces 4 hard skills-là et les différentes soft skills que je vais vous décrire juste ici. Les soft skills, c'est quoi? Les soft skills, ce sont des compétences de ce qu'on va appeler douces, qu'on ne peut pas mesurer avec un niveau technique ou un niveau de connaissance applicable. C'est plus du domaine de la personnalité. Et c'est ça qui est beaucoup plus difficile finalement à évaluer aussi du coup, chez les différents product designers. Nous, chez TIGA, on a bien évidemment besoin que ce soit des soft skills qui sont liés au travail de consultant, au poste de consultant, mais comme on est, et donc c'est ce que j'évoque en premier bullet point, comme on travaille énormément dans des environnements agiles, il faut, décidément, non, encore allô, allô, non, ça marche toujours pas. Si je remets lien, là, du coup... J'accélère, j'improvise. Et donc l'idée, donc par rapport à ces soft skills, voilà, super. C'est bizarre, ça, du coup ça. Hop là. Bon, j'accélère parce que du coup, hop, spoil. Hop là. Ok, et donc c'est les soft skills qu'un bon consultant finalement travaillant dans un milieu agile a besoin de maîtriser, ce sont les suivantes.
Bon, je viens de le dire, il doit être agile. Donc évidemment, ce n'est pas forcément qu'il fasse des acrobaties, de la gymnastique ou quoi que ce soit. Il doit juste comprendre en vérité c'est quoi les process dans un environnement agile, dans des process agiles, comment venir s'insérer finalement dans des rituels. L'idée, c'est juste de comprendre quand je suis dans un environnement agile, comment m'insérer pour que du coup pour travailler dans les meilleures conditions. Il doit être empathique. Bon, ça, je ne veux pas vous le refaire. L'empathie, bien évidemment, c'est utile à tous les niveaux. Mais plus on va réussir à se mettre dans la peau de notre client et de son besoin, et plus ça va être facile pour nous de designer le bon produit. Un bon communicant, parce que qui dit bon consultant dit forcément bon communicant, on doit être à même de travailler, de discuter et à même de communiquer de façon fluide forcément avec donc, nos collaborateurs et nos clients. Collaboratif et proactif, donc toujours le team spirit en avant. L'idée, c'est de pouvoir s'insérer de façon la plus facile possible dans des environnements donc type squad, type feature team, ou en tout cas travail d'équipe, et être curieux surtout. Être curieux, je pense que ça paraît juste normal, mais en fait, en vrai, je pense qu'on n'est tous pas assez curieux. Et la curiosité aujourd'hui, c'est ce qui fait bouger les choses dans le monde du produit et du design. Donc être curieux, c'est juste s'ouvrir de nouvelles portes pour la suite et faire évoluer tout simplement nos réflexions. Ensuite, donc du coup, vous avez pu voir, maintenant vous le voyez, du coup que ça l'a été. Il y a 3 autres expertises qui viennent illustrer ce framework. Ces expertises, ce sont Product Ownership et l'Analytics, le Content et Content Management et l'Engineering ou le développement. Pourquoi rajouter ces 3 hard skills si on considère aujourd'hui qu'elles ne sont pas nécessaires pour définir qu'est-ce qu'un product designer? En fait, on les met quand même sur ce framework parce qu'on est persuadé chez TIGA, et ça c'est un vrai parti pris, que ces 3 expertises-là, par la suite, elles devront être maîtrisées par les product designers pour pouvoir répondre à l'ensemble des problématiques de nos clients. Et quand je vous parle de nos clients, c'est véridique. De plus en plus de nos clients émettent des nouveaux besoins ou nous en demandent toujours plus en tant que product designer. Là, je suis improvisée sur celui-là, donc ça va aller. Ils nous en demandent toujours plus. Et en vérité, comme ils n'ont pas forcément toujours les moyens d'avoir un profil spécifique en plus dans une squad qui va venir répondre à une problématique donnée, type juste de l'UX Writing ou savoir juste faire un peu de HTML pour bidouiller 2-3 trucs, en fait, naturellement, ils se sont retournés vers les product designers et ils nous ont dit, voilà, vous avez des bases de connaissances et choses comme ça, pourquoi vous ne viendrez pas en plus enrichir vos connaissances sur ces 3 expertises complémentaires? Et du coup, hop, c'était la slide d'avant. Ok. Bon, ça ne marche même plus. Non, slide d'avant. Voilà, c'est ça. Merci. Et donc, en fait, c'est pour ça qu'on est persuadé qu'aujourd'hui, en fait, il va falloir qu'en tant que product designer, alors je ne dis pas que c'est demain, mais c'est potentiellement dans les mois, les années à venir, avec les changements énormes qui apparaissent au quotidien dans le monde du produit, il va falloir un jour qu'on s'ouvre un peu les chakras et que certains d'entre nous, tout simplement prennent des nouvelles directions et viennent s'enrichir toujours plus de ces fonctionnalités-là pour être à même, pas de devenir des super power product designers, mais de pouvoir être capable, entre guillemets, de s'insérer ou en tout cas de répondre au maximum de problématiques dans le cadre du produit. Là, je vous fais juste une petite illustration, je veux vraiment rester 2 secondes là-dessus. Voilà un petit peu quel schéma ça peut rendre quand quelqu'un s'auto-évalue finalement avec le framework sur les 3 niveaux d'expertise que j'ai évoqués tout à l'heure. Là, c'est un profil lambda qu'on a pris, mais vous voyez qu'il a des... et déjà, il respecte le corps en fait, des skills qu'on a évoqués tout à l'heure pour être product designer chez nous, ce qui est déjà une bonne chose. Et en plus de ça, il a des compétences secondaires qui sont quand même déjà un peu bien poussées, quoi. Mais là, sur le schéma de droite, donc, vous pouvez voir c'est exactement la même représentation du framework, vous pouvez voir 2 parties jaunes. Ces 2 parties jaunes, elles représentent tout simplement les volontés en fait, de monter en compétence qu'a le product designer aujourd'hui. Le product designer, il est déjà spécialiste en UX design, mais il se dit, moi, mon target de l'année, c'est de devenir carrément expert. Et donc, dans ces cas-là, je vais demander à TIGA de me trouver les moyens, les formations, les missions, en tout cas, qui vont me permettre d'accéder à ce 3e niveau, qui est le niveau expert. Et même chose pour l'UI design. J'ai des petites lacunes, je suis qu'en niveau 1, j'ai envie de monter un peu plus en puissance. Voilà, ça, c'est mon plan de carrière pour les mois ou l'avenir à venir. En termes de management, ce framework, en tout cas, il ne s'est pas fait tout seul. Donc, bien évidemment, j'ai initié la démarche, mais je me suis appuyée sur énormément de monde. Mais c'est surtout que c'est quelque chose qui bouge tout le temps. Comme tout produit, en fait, on a fait un premier MVP, mais on est continuellement en train de le faire évoluer et de l'améliorer. Et pour ça, j'ai eu besoin d'aide, bien évidemment. Et sur qui s'appuyer quand on a une problématique comme ça, le plus logique, c'était tout simplement de
s'appuyer, sur les experts de chacune des expertises. C'est pour ça qu'en fait, aujourd'hui, même si je suis responsable global de ce framework, en fait, en vrai, il y a 8 responsables et il y a 8 experts qui, un pour chaque expertise, sont les référents ultimes au sein même de TIGA pour l'ensemble des problématiques qui sont évoquées et qui concernent ce framework. Et pour finir, du coup, nos TIGA en images. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hop là, un petit problème de latence. Bon, ouais, parce que là, sans l'image, en fait, ça fait plouf. J'ai une capacité d'improvisation certaine, mais on ne peut pas tout faire non plus. Voilà. Bon, alors je sais que c'est un peu clair. J'espère que vous voyez un peu quelque chose quand même. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le plus important chez TIGA pour un product designer, c'est de maîtriser ce corps. Mais c'est évident qu'ici, personne, en tout cas, n'a la même expérience passée, les mêmes études. Donc, il est quand même peu probable aujourd'hui qu'on ait les mêmes profils. Et c'est ça que je voulais vous illustrer. Alors là, vous n'avez pas l'exhaustivité, bien évidemment, des profils TIGA, parce que nous sommes une dizaine, du coup, de product designers dans nos différentes antennes dans le monde. Et l'idée, c'est que je voulais vous montrer un petit peu des profils qui étaient très différents ici, mais juste pour que vous puissiez vous rendre compte, en fait, que c'est l'expérience aussi qui fait aujourd'hui la shape qu'on est. C'est tout simplement que quand on commence finalement un métier dans une certaine problématique, ça va nous forger dans cette dynamique-là. Et là, du coup, la carte des compétences qu'on va avoir in fine va être complètement corrélée à nos expériences passées. Sans vouloir être mégalo, j'ai commencé par la mienne parce que en fait, j'ai une petite expérience de front-end développeur. En fait, j'ai commencé ma carrière il y a 16 ans de ça. En tant que front-end développeur, j'ai fait du dev pendant 8 ans. Et en fait, je suis passée du côté fonctionnel et UX quelques années plus tard, mais de façon autodidacte, parce que c'était quelque chose... Enfin, voilà, j'étais attirée par ce monde-là et c'est pas ma curiosité qui a fait qu'aujourd'hui, je suis responsable de l'UX chez TIGA. Mais pour autant, vous pouvez voir aussi que j'ai un pan quand même développement qui est assez développé. Vous avez ici l'illustration, donc Mathias, qui est notre lead UI chez TIGA, pour le coup une formation en web designer. Et pour finir, vous avez Virginie, qui elle aussi était project manager au début de sa carrière et qui a su développer dans des environnements agiles principalement. C'est pour ça qu'elle a su développer finalement une connaissance du product ownership et des soft skills qui étaient très très importantes. Voilà, j'espère que j'ai su quand même vous apporter quelques réponses, ou en tout cas j'ai pu vous faire comprendre l'intérêt qu'on a eu de créer cet outil chez nous. N'hésitez pas si vous avez moins de questions. Petit remind pour la Product Conf, même si on l'a dit tout à l'heure, c'est complet, j'espère que vous avez déjà pris vos billets. Mais on vous y verra là-bas. D'ailleurs, je participerai à un stand qui s'appelle la Product Clinic pour ceux qui sont là, pour répondre à vos problématiques. Et si vous avez moins de questions, mes coordonnées, juste ici, disponibles, mail et LinkedIn. Merci à tous. Je ne mange pas. Bonjour, déjà merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir, ouais, j'avoue. En fait, moi, ma question, c'est qu'est-ce que vous rangez dans les 8 différentes catégories? Par exemple, engineering, j'ai compris que c'était du dev, que ce soit front ou back. Pas forcément back plus front, mais tout ce qui va toucher à l'intégration HTML, CSS, le développement d'animation, d'interaction. Enfin, véritablement, un giron développement et technique qui soit quand même corrélé au product design. L'idée, c'est que voilà, on n'a pas des dev back qui vont intégrer ce framework. Parce que du coup, en fait, moi, ce que je comprends un peu moyennement, c'est en fait le fait d'avoir divisé UX design, UX research et idéation. Parce que pour le coup, moi, je suis un UX designer. Ouais. Et pour le coup, ça, c'est clairement mon spectre. Enfin, je sais pas, pour tout UX designer, c'est un peu son spectre. Et pareil, PO et analytique, j'ai du mal à voir ce qui rentre dedans finalement. Sachant qu'on parle de soft skills et que pour moi, dans les soft skills, enfin, dans ce que vous avez raconté, il y a justement ces notions d'agilité. Et justement, moi, j'avais compris que c'était plus dans PO et Analytics. Tout à fait. Alors, en fait, pour revenir sur le point, donc, pour le PO Analytics, je vais répondre à ça tout de suite. L'idée, c'est que quand je parlais de soft skills tout à l'heure, c'était plutôt la notion de posture, de personnalité. Donc, c'est comment je vais me comporter au quotidien. Par contre, ce qu'on met, nous, dans notre branche PO et Analytics, c'est savoir
savoir connaître les bases finalement du product ownership, savoir créer une story map, savoir rédiger une US, c'est vraiment la base, c'est connaître entre guillemets les rituels, les mécaniques, les process en fait, tout simplement d'un développement agile, mais sans pour autant les maîtriser. L'idée, c'est au moins de savoir s'insérer, savoir comment ça fonctionne pour pouvoir s'insérer au mieux. La partie analytics, c'est pour ça que ça a été une volonté de tout regrouper, parce que sinon, ça faisait un peu peau de chagrin tout seul dans son coin. C'est juste qu'un product designer, aujourd'hui, on ne lui demande pas d'être un gros hacker. Par contre, on va lui demander de savoir lire et interpréter des données qu'il va pouvoir ressortir de Google Analytics, d'Amplitude ou tout ce qu'on veut. Voilà, c'est pour ça qu'on a essayé de ramasser ça autour d'une seule et même expertise, mais l'idée, voilà, c'est au moins de connaître les bases de l'agilité et de savoir analyser des KPI assez simples. Ensuite, sur ton point de pourquoi on a dissocié User Research, UX Design et UI Design, bah, c'est très très simple en fait. C'est parce qu'aujourd'hui, en tant que... Ah. Pardon, idéation. Non, tu fais bien, tu fais bien. En fait, indirectement, si on est product designer ici, on va savoir à peu près faire tout. Et donc, il y a des missions dans lesquelles on va nous demander d'être un petit peu le mouton à 5 pattes et de savoir tout faire. Et donc, de s'insérer et de savoir gérer de bout en bout ton discovery jusqu'à ton delivery. Le problème, c'est qu'il y a certaines missions aussi, ou en tout cas certains besoins qui émergent, pour lesquels on est sollicité, où là, on va te demander uniquement de venir t'insérer dans une équipe existante où il existe déjà de la user research, où il existe déjà en fait quelqu'un qui va gérer l'idéation, quelqu'un qui va gérer l'UX, et toi, on va venir te demander en fait de remplir le trou qui reste. Mais comme tu sais couvrir toutes ces expertises-là, c'est pas un problème. C'est un peu frustrant, parce que bon, t'en fais qu'un petit morceau. Mais à côté de ça, c'est pas un problème. Et il existe de plus en plus de profils qui essayent de se spécialiser. On parle de notion de full stack versus des profils experts. Aujourd'hui, un profil full stack va essayer de se positionner principalement sur un maximum d'expertise de façon à couvrir un spectre large, là où un expert va se focuser sur du coup une ou deux expertises à part entière. Et c'est exactement comme ça que ça se passe nous dans nos missions aussi. Par moment en fait on va avoir besoin d'un full stack, donc il va falloir savoir tout faire, donc du coup les 4 expertises ou l'idéation user research et UX finalement pour toi seront sous le même chapeau. Par contre il se peut qu'on nous demande un expert uniquement. Quelqu'un qui sait faire que la user research. Ou alors on a déjà un user researcher, par contre on n'a pas du UX designer. Et que dans ces cas-là, on fait appel à un UX designer. En tout cas, on fait appel à toi uniquement sur le point UX design. Et pour l'idéation, en fait, on l'a mis aussi un petit peu à part parce que même si la démarche de design thinking est un petit peu transverse, plus de la méthodologie, on anime aussi énormément de design sprint. Et donc du coup, ici, tout le monde n'est pas non plus à même, par contre, d'animer ces design sprints. Donc c'est pour ça qu'on a volontairement segmenté tout ça. L'idéation, c'est de la facilitation. C'est tous les leviers qui vont te permettre de trouver des nouvelles idées finalement sur le design de ton produit. Après, c'est sous différentes façons, des ateliers, comme je disais, design sprint, ça peut être juste des brainstorms, ça peut être sous différents prismes. Mais pour nous, c'était intéressant de dissocier le discovery, de faire émerger de nouvelles idées, de mettre en lumière en concevant et finalement en designant avec l'UI. Ça a été, voilà. J'espère que j'ai répondu en tout cas à la question. Merci à toi. Super. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Allez, une petite. Comment vous faites est-ce que pour qu'un product designer ou un PO ou un PM positionne ses skills sur la roue là, vous avez un questionnaire en interne ou c'est je règle un peu le truc au fil de l'eau? Et question sous-entendue, sous-jacente, est-ce que vous souhaitez mettre à disposition ce framework de tout le monde pour qu'un jour les product designers et les PM puissent mettre la cacahuète sur leur CV? Alors, je sais pas, je vais déjà répondre à la première question, je sais pas si on va mettre à disposition la façon ultra détaillée de ce framework. Je pense qu'en effet, il y a des choses qui ont été évoquées et l'objectif de TICA a toujours été de mettre à disposition de la connaissance et des outils pour alimenter la communauté. Donc, in fine, je pense que c'est un petit peu notre objectif aussi. Pour répondre à ta question, et c'est vrai que juste comme ça, de façon très macro, on pourrait se dire mais c'est hyper simpliste, je comprends pas comment ils arrivent finalement à déterminer le niveau de chacun. C'est bien évidemment pas suffisant pour nous pour que les gens s'auto-évaluent. On peut pas s'évaluer juste sous le prisme d'une expertise en tant que telle, savoir à quel niveau on se situe. Donc en fait, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a repris chacune des expertises, on a repris chacun des niveaux de chaque expertise, et pour chacun de ces niveaux de chaque expertise, on a identifié 3 à 5
du coup skills associés, donc du savoir-faire pur, pour valider ou pas le niveau. Sachant qu'aujourd'hui, on ne peut pas passer à un niveau 2 ou un niveau 3 si on n'a pas validé les niveaux au préalable. C'est comme ça, en fait, qu'on évalue chacun des profils ici. Comme je disais tout à l'heure qu'on a créé un MVP, c'est typiquement là-dessus qu'on fait évoluer le produit. La roue en elle-même, c'est 8 expertises, il y a peu de chances qu'elles évoluent. Mais par contre, comment on fait s'auto-évaluer du coup les consultants derrière? Comment on fait s'auto-évaluer du coup pour une expertise en tant que telle? On se rend compte aujourd'hui qu'on est perfectible, qu'on a fait une première version, mais que c'est encore optimisable. C'est pour ça que pour le coup, on fait évoluer régulièrement ces questionnements de façon à ce que et on fait se réévaluer finalement chacun de façon à ce qu'on maintienne un niveau de pertinence suffisant. Merci beaucoup.